Ce beau projet de bouche à oreille, je le connais depuis un certain nombre d'années. Mes collègues directeurs m'en ont parlé, ils ont tous vécu une expérience extraordinaire. Et enfin, c'était notre tour. Donc nous étions tous très heureux d'accueillir l'équipe, les témoins. C'est vraiment à la fois une expérience intellectuelle et affective. Et je ne sais pas qui est le plus heureux. C'est un partage mutuel exceptionnel. On transmet, mais c'est presque, il y a une proximité presque tactile qui fait qu'on s'approche, on se rapproche, et ça, je crois que c'est très touchant. Cela vaut bien, je ne sais pas moi, des dizaines de séances pédagogiques sur lesquelles on s'efforce, nous, de faire passer des messages. Et là, en quelques regards, quelques phrases, on leur apprend à écouter, à écrire, à raconter, à observer, à respecter, à partager. Enfin, voilà. Donc c'est un message pédagogique exceptionnel. Et pour terminer, je vous dirais qu'on a vraiment l'impression de s'inscrire dans une chaîne. On est un maillon. Et en fait, c'est ce que les élèves m'ont dit. On écoute une vie, on écoute une histoire. Et puis, on a l'impression d'enchaîner comme ça l'histoire de notre peuple et de notre richesse, puisqu'ils comprennent que chaque vie est importante. Et donc, autour d'eux, ils regardent leurs parents, leurs grands-parents, leur histoire un petit peu différemment et s'inscrivent comme ça dans l'histoire du peuple juif. En 1940, quand les Allemands ont commencé à envahir la France et que les Français donc ont perdu la guerre et que se sont couchés devant les Allemands, c'est le maréchal Pétain qui a pris, disons, qui est devenu le chef de l'État. Et dès le mois d'août 1941, on demandait aux Juifs d'aller se recenser. J'ouvre des guillemets en disant dénoncer, mais ils étaient obéissants, le gouvernement avait demandé, donc les gens ont obéi. Vous avez confiance? Mais oui. Ah oui. Soudain, dans l'immeuble, beaucoup de bruit, des cris, des portes qui claquent, des hurlements violents. Je ressens une angoisse qui monte, sourde et implacable. Je pourrais entendre les battements de mon cœur qui s'affolent. Dans le couloir, dans l'escalier, un tapage terrible. Des coups sur les portes, les bottes qui frappent les escaliers. Mais j'ai peur, j'ai très peur. La porte vibre. Va-t-elle exploser? Maman ouvre. Que faire d'autre? Je lâche rapidement ma fourchette, car je suis établée là devant mon assiette, celle du poulpeau. Des frissons s'emparent de tout mon être. Je tremble, j'ai peur. Ma première très grande peur, celle que je vais inscrire à vie dans mon cerveau, celle qui sera ma compagne de nuit comme de jour. Alors, je crois que ça doit être le 28 ou 29 ou 30 août 41. Alors, comme je vous ai dit, on est venu devant moi arrêter mon père. Du jour au lendemain, en 41, j'avais 16 ans. Ma mère avait 35 ans. Et j'avais 3 frères et sœurs avec moi. À 16 ans, j'étais chef de famille. Alors lui, il a été interné à Drancy, ils étaient 4000 ou 5000. On s'est fait faire une photo, ma mère et tous les 4. On l'a cousu dans une chemise. Il a toujours gardé cette... on savait qu'il était, mettons, à telle fenêtre. Dans tel jour, on pouvait voir de loin, là, de 300 mètres, 200 mètres. Moi, je voyais mon père. Et puis il nous voyait, bon, c'est tout. Une fois par semaine. Mon père, il était un homme, on peut dire, comme les autres. Il était intégré, il était hongrois parfait, il était religieux. Chaque matin à l'aube, il se levait. Il a mis le tefilin, il nous a embrassés. Et après, quand j'avais même pas 3 ans, il est parti. Je ne connais plus, je n'ai jamais revu.
Ça ici, c'est une photo où ils ont regroupé pour aller aux travaux forcés. Donc j'étais dans une maison d'enfants à l'époque avec ma sœur. Et ce jour de libération, je crois que c'est le 25 août. Si on peut retrouver les dates. Pour la prochaine fois, on va vous trouver la date. Voilà, j'ai trouvé la date exacte, 25 août, je crois. Donc c'était l'été, et on nous a emmenés sortir, vous savez, 2 par 2, hein, comme les enfants, en promenade, voilà. Et là, on est sortis de la maison d'enfants, on est sortis des grilles, parce qu'il y avait des grilles devant. On est sortis des grilles dans la rue, et je me suis dit, ah, maintenant, j'ai le droit de sortir. Et maintenant, je vais avoir le droit d'aller à l'école. Le jour de la libération, est-ce que vous êtes ressentie juive à ce moment-là? J'ai du mal à dire que je suis juive encore aujourd'hui. C'est normal. Parce qu'on m'a interdit de le dire quand j'étais toute petite. C'est comme si on m'avait gravé C'est un peu un traumatisme. qu'on n'a pas le droit de le dire. Et pour moi, si je le dis, j'ai peur qu'on m'en veuille, j'ai peur qu'on m'attaque, j'ai peur qu'on interprète mal. Ah, vous n'avez pas eu peur avec la pancarte parce qu'il y Bah avait non, tout- non, là parce que c'était général aussi. Ouais, c'est pour ça. En Roumanie, ses parents vont au conservatoire à l'âge de 5 ans. Son père est violoniste et sa mère est pianiste. Au cours de son récit, Madame Abramvici nous a dit qu'à Bucarest, il y avait un grand amour pour la France. De même, Bucarest était surnommé le Petit Paris. Ses parents, sans se connaître, migrent tous deux à Paris en 1937 à cause d'un antisémitisme grandissant en Roumanie. Les enfants juifs se faisaient battre dans les écoles. À Paris, sa mère entre en fac de médecine et son père en fac d'architecture. Ils se sont rencontrés à Paris en 1939. Il y a la déclaration de guerre que l'Allemagne fait à la France. Son père s'engage alors dans l'armée en tant qu'étranger par reconnaissance et pour être sûr de pouvoir rester en France. Il va alors dans un camp militaire dans la Sarthe en formation. Sa mère, quant à elle, reste à Paris. Barcarès est un grand centre pour étrangers d'Espagne. Ses parents, séparés tout en étant étudiants, pendant les 9 mois de la formation, s'écrivaient tous les jours des lettres à partir de cette date. Ils s'écrivent en français pour que les lettres parviennent plus vite en raison de la censure. En juin 1939, les Allemands envahissent toute l'Europe. Il y a des affrontements terribles. Le Parti national-socialiste a pris le pouvoir en 1933 et c'est là qu'ils ont commencé, même un peu avant, à ouvrir les premiers camps de concentration, mais qui étaient uniquement réservés pour les juifs allemands. Après, il y a eu 39, c'est pas, si tu veux, c'est pas le moment un peu critique. Le moment critique, c'est quand Vichy, il y a eu le gouvernement de Vichy en France. Donc c'est là que les premières lois anti-juives ont été faites, draconiennes et tout, c'est-à-dire que un juif n'avait plus le droit d'entrer dans l'administration, il n'avait pas le droit d'être médecin, pas le droit d'être avocat, il avait le droit d'être rien du tout, quoi, tout juste de quoi respirer pour ne pas crever. Quoi. Voilà. La loi des billets verts, c'était quoi? C'était une loi de contrôle pour contrôler les juifs, contrôler leur situation en France. Beaucoup sentaient le piège, ne se sont pas présentés dans les commissariats, et d'autres ont dit, écoute, il n'y a pas de raison, machin truc et tout, on est bien, il y a d'autres qui ont été. Il faut savoir que ceux qui ont été ne sont pas revenus. Mon père s'est présenté avec quelqu'un, je ne sais pas qui, il ne va pas te dire. Et donc, tout de suite, il a été retenu et tout, et l'autre personne a été lui chercher quelques affaires, des chemises, des machins trucs. Et tout de suite, il a été interné au camp de Drancy, tout de suite. Donc j'ai été le voir à Drancy et tout, mais on n'a pas pu rentrer dans le camp, je me rappelle, il y avait des grillages et tout. Ils étaient sur des gradins, ils nous faisaient des signes de la main à 50 mètres, 100 mètres, voilà, c'est tout. C'est le seul souvenir que j'ai de mon père, honnêtement. Tout de suite après le début de la guerre, on mettait dans ces camps les Allemands qui habitaient en France, les Autrichiens. Ça, c'est jusqu'à la débâcle. Parce que comme la France était en guerre contre l'Allemagne et ses satellites, ceux qui avaient la nationalité allemande ou autrichienne et qui vivaient en France ont été mis dans des camps. Et tous ces camps de concentration, en Allemagne d'abord, ou en Autriche, étaient pour mettre les opposants au régime, dès l'année 1933. Donc c'était pas réservé aux Juifs, là. Au début de l'année 40, quelque part par là, et puis mes parents sont partis en fumée tout de suite dans les premiers convois. D'accord? Dans les premiers convois, ils sont partis pour ne pas revenir. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir. Ce qui est clair, c'est que je me suis retrouvé, depuis Paris où je suis né, dans une maison d'enfants qui est située à côté de Montauban.
à Moissac, il y avait un grand moulin qui a été prêté par la ville à une organisation juive pour accueillir des gosses. Et à Moissac, on a sauvé près de 500 enfants. Et la ville de Moissac s'est tellement mobilisée que tous les gosses avaient une carte d'identité fausse au nom de l'un des paysans ou l'une des familles qui habitait à Moissac. Et les gamins qui s'appelaient David se sont mis à s'appeler Jean-Claude, car il était nécessaire de changer son nom pour ne pas être reconnaissable. Ce qui, pour des enfants très petits, quand vous êtes grands, mais quand on dit à des enfants de 3 ans ou 4 ans, tu t'appelles plus Morderaï, mais tu t'appelles Jean-Claude, c'est très difficile. Donc beaucoup d'enfants, malheureusement, se sont fait prendre comme ça. Ils se sont fait prendre parce qu'à la première question, ils ont flanché. Donc il y a des scènes terribles qu'on a racontées après, où on racontait une petite fille, tu t'appelles pas Sarah, tu t'appelles Suzanne. Compliqué quand on a 4 ans. À 15 ans, c'est pas un problème, mais quand on a 4 ans, c'est très difficile. Mais tu vois, mon père, c'était pas quelqu'un qui était proche des enfants. Bah, il a vécu une vie difficile quand même. Il n'avait pas connu les enfants petits déjà. Il arrive, il a 3 enfants qu'il ne connaissait pas pratiquement. Il connaissait mon frère aîné qui était en 34. Et moi, il ne me connaissait pratiquement pas. Et ma soeur qui était née en 41, on la connaissait à peine. Puisqu'elle est née en mai 41, il a été déporté en août 41. Donc elle avait 3 mois quand il est parti. Et je lui dis, mais vous étiez au Chambon? Ah ben oui, c'est pour ça qu'on est là, on était à l'ancien du Chambon. J'étais caché un jour de février, j'étais caché dans les buissons au-dessus de la gare. Ah, je dis, moi j'étais dans la pension devant la gare, donc on n'était pas loin. Et quel est le souvenir majeur? Vous vous souvenez quelque chose? Par exemple, vous vous souvenez pas d'un autobus? Et l'autobus, bien sûr, je m'en souviens, j'y étais dedans. J'étais assis près de la porte, j'avais les mains sur les genoux. Quelqu'un, je ne sais pas qui, est venu. J'ai regardé, j'ai ouvert. Dans cette boîte d'allumettes, il y avait du chocolat. Je me suis mis à pleurer. C'est la dernière chose que ma mère m'a donnée à Berlin, avant qu'elle soit prise pour Auschwitz. C'est la dernière chose que ma mère m'a donnée quand j'ai dû quitter Berlin en larmes. J'ai jamais revu ma mère. Et ce chocolat, j'ai pleuré comme un enfant. Alors je lui dis, à l'instant où tu parles, c'est les paroles de Dieu, parce que moi, les miennes aussi, nous avons parlé des paroles de Dieu l'un et l'autre, parce que si je n'avais pas parlé, tu n'aurais jamais su que celui qui est en face de toi, c'est lui qui a mis le chocolat dans ta main. Tu te rends compte? Tu te rends compte 30 ans après? C'est une histoire inouïe. Vous avez une fausse carte d'identité. Mes grands-parents, Marguerite et Jean Véran, c'est des gens non seulement généreux, humains, pleins d'amour, et ils ont prêté leur nom pour que ma sœur ait une carte d'identité à leur nom. C'est une fausse, vraie carte d'identité. Elle est fausse parce que c'est pas le nom de ma sœur, mais en cas d'arrestation, elle pouvait montrer. Vous vous rendez compte le courage de ces gens. Ces gens-là. La médaille des justes, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est une médaille d'humanité. Les gens chez qui il était avaient des enfants. Lorsque les enfants n'étaient pas là, donc ils occupaient la chambre des enfants, mais lorsqu'ils venaient, ils étaient obligés il fallait se débrouiller. Alors tu dormais où? Par terre, dans la salle à manger, dans la grange, dans la cuisine? Où on pouvait, il y avait une grange, bien sûr. Et tu dormais dans la grange aussi? Bien sûr. Voilà, donc voilà. L'été, c'était facile. Il faisait bon, c'était agréable, etc. C'est l'hiver que c'était difficile. Voilà. Et on a passé 3 hivers. Le 1er novembre, décembre, janvier. 3 mois d'hiver. 9, 11, 42. 9, 11, 42. Convoi 44. Je suis content d'être venu parce que rien que pour ça, d'entendre ce que je viens d'entendre, c'est absolument extraordinaire. Pour moi, ça me fait très chaud au cœur de savoir que personne n'est oublié. Personne et qu'on parlera encore pendant des siècles de Madame Pessard. 28 janvier 1913. Oh putain, le 28 janvier 1913. Oui. Je vais marquer ça quelque part. 28 janvier 1913. Ok. Ça, c'est ma mère. 28 janvier 1913 pour Julie, c'est la maman de M. Benchoab. Alors, je t'envoie tous les documents. Ma mère, elle a eu 100 ans. Alors, tu m'as dit comment? Tu m'as dit 28 janvier. Les Vannes.
sert à tirer du 8, le bas. C'était la première fois qu'on rencontrait quelqu'un qui avait vraiment vécu la Shoah, quoi. Et donc ça nous a montré à quel point la Shoah elle avait torturé beaucoup de monde, à quel point c'était vrai, genre qu'on pouvait perdre sa mère comme ça du jour au lendemain. Ça paraît pas si évident, mais on pense pas qu'à 8 ans on peut perdre sa mère et puis jamais la voir. Je pensais qu'on allait faire moins de choses ce qu'on a fait. Parce qu'elle allait avoir 2-3 rendez-vous avec les personnes de nos témoins. Mais en fait, j'ai beaucoup de moments avec eux, c'était très sympathique et j'ai été surpris. On a appris beaucoup. On a appris beaucoup, vraiment. Et là, on est face à face, on ressent vraiment les choses qu'il nous dit. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est une expérience à faire et voilà. Des fois, il y avait des choses qui étaient dures. Quand on apprenait, on était choqués un peu. Mais des fois, ils nous racontaient ces moments de bonheur et ça faisait plaisir. Très bénéfique de me retrouver avec ces 3 jeunes et tout, de faire un témoignage effectivement sur ma jeunesse, on peut dire entre parenthèses un peu fracassée. Mais disons que sur ces époques qu'on peut dire difficiles, j'ai traversé ça comme un météore, si vous voulez, sans souffrir expressément de la guerre. Parce qu'on était à la campagne, j'étais chez des gens merveilleux, 3 familles dans le Loir-et-Cher, dans la Sarthe et dans la Manche. Et j'étais considéré comme quelqu'un de la famille, si vous voulez. Bon, je participais à la vie quotidienne et tout, même si autour il y avait les soldats, les tanks et tout ça. Pour moi, ça a été, comment on peut dire, bénéfique. Ça m'a formé un peu pour l'avenir, pour devenir un homme. On ne pensait pas du tout que ce serait comme ça. Et franchement, en tout cas, je parle pour moi, on est vraiment agréablement surpris parce que c'est vraiment une chance unique qu'on a eue et on fera ça qu'une fois dans notre vie. On n'aura pas l'occasion tous les jours de rencontrer quelqu'un comme ça. Que c'est une expérience incroyable parce qu'on a une relation avec une autre personne qui a vécu quelque chose qu'on veut apprendre justement. Et je trouve ça très beau, ce projet. Voilà. Il nous a parlé de sa famille, je crois que c'était l'entretien le plus émouvant qu'on ait eu. Là, on était vraiment en groupe réduit. Et c'est ça qui est unique, c'est qu'on a eu la chance vraiment de bien parler, de bien poser les questions qu'on avait à poser, de bien comprendre ce qui s'est passé à cette période-là en fait. C'était pas un petit résumé qu'on a eu de 1 heure, c'était vraiment quelque chose d'approfondi. Et on a vraiment su toute sa vie de A à Z et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Et le fait qu'on ait eu le temps de faire ça, c'est quelque chose qu'on n'aura peut-être pas le temps de refaire d'ici nos années plus tard. Je trouve que la jeunesse de l'école Alliance, s'ils sont tous comme ça, ils sont très attentifs, très intéressés, très éveillés, ils posent des bonnes questions. Moi, je raconte un peu ma vie et un peu tout ce qui s'est passé dans un pays de l'Est avant la guerre, comment ils ont vécu les Juifs. Et j'espère que ça va éveiller leur intérêt pour que, par tous les moyens bibliographiques et maintenant Internet, qu'ils essayent de trouver, remonter à la source, qu'ils connaissent un peu qu'est-ce que la vie a apporté dans ces pays et qu'est-ce qui est devenu avec la guerre. Du coup, on a vraiment créé un lien. C'était un peu comme notre grand-mère, en fait. Et plus son expérience, du coup, elle nous a expliqué, raconté. Et puis, voilà, donc je pense que ça va nous servir aussi pour plus tard. Quand elle nous a raconté que les Allemands, ils l'avaient obligé à regarder des dépouilles afin de l'intimider, d'intimider les gens qui passaient dans la rue. Je pense que c'était inhumain et que ça a dû vraiment la choquer. Et voilà. Donc ça m'a touchée. Est-ce que c'était difficile de manger cachère pendant la guerre? Et on m'a posé cette question plus d'une fois. Et là, je réponds, les enfants, on était contents de manger. Cachère, pas cachère, on était contents de manger. Quand elle nous disait qu'elle rêvait d'aller à l'école, c'est-à-dire juste le fait de vivre normalement, je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte. Donc on a réalisé qu'on doit profiter du moment présent et surtout d'être heureux de ce qu'on a, quoi.
Au début, je ne voulais pas, vraiment je ne voulais pas. J'ai dit à M. Souffert, non, je ne sais pas. J'avais peur de mettre ma voix ou plutôt ma photo sur une première page. Quand j'ai lu les livres de bouche à oreille, ça m'a beaucoup intéressée. Félicitations pour tout le monde qui s'occupe de ça. On a notre mère qui nous dit de partir, et donc il faut qu'on prenne notre courage à deux mains et il faut qu'on s'en aille. Et donc on s'est mis à sa place, moi personnellement, et je ne sais pas vraiment, je ne suis pas encore sûr même à ce moment-là, si je l'aurais fait, enfin je ne suis pas vraiment sûr. Et il a eu le courage de le faire et aujourd'hui il est avec nous, donc voilà. C'est bien pour nous, c'est quelque chose qu'on gardera à vie parce que dans des générations futures, il n'y aura plus ça et heureusement qu'on est là parce qu'on pourra transmettre. Et quand je vois mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, je me dis pourvu que ça ne recommence pas. Mais il n'y a rien de garanti et ça me fait un peu peur maintenant quand on voit ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Pour moi, ça m'a fait un bien fou de venir là. Ça m'a retrempé dans ma jeunesse, toute petite jeunesse et tout. Et c'est pour ça que je tiens à vous en remercier parce que ça me fait un chaud au cœur énorme.